les gauchistes en France, ils empêchent la critique de l'islam, mais c'est pas pour des bonnes intentions. En fait, c'est pour des intentions égoïstes électorales. Que toi ton objectif est noble, mais t'as pas peur d'être récupéré et ça te pose pas de soucis. Tu dis par la cause droite, que tu défends, etc., voilà l'extrême droite. Toi tu te dis que c'est pas grave, l'important c'est la cause que moi je défends et tant pis pour le reste, ça te pose pas de problème du tout. C'est pas mon problème, non. Ouais. Ok, bon bah ça répond à ma question. Moi, ces personnes qui s'empêchent de critiquer la religion musulmane et qui empêchent les autres de critiquer, ils sont plutôt versés à gauche. Je répète, aucune religion ne peut s'adapter à la démocratie ou s'intégrer à la démocratie. Aucune. Zéro. Écoute bien, ni de près, ni de loin. Mais l'essentiel, c'est de laisser les gens s'exprimer librement sur ces idées-là. C'est tout. Et tu auras le vivre ensemble. Et tu auras la vraie démocratie. Au pire, on peut se faire une soirée islamophobie. Je rigole. Qu'est-ce que le marxisme pense de ça? Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous. Alors, comme souvent, après un petit passage chez Yeux Clos, je sors une petite vidéo. Donc l'autre jour, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas très grave, j'ai pu discuter quelques minutes avec Jack Le Fou, un youtubeur qui mène un combat idéologique, qui critique vivement l'islam. Alors, tout d'abord, je vais saluer son travail, parce que ce qu'il fait, à mes yeux, c'est pas facile. Très sincèrement, d'aller au contact des religieux extrémistes pour critiquer leurs croyances, quoi. Cependant, en tant que bon gauchiste, lorsque je discute avec un youtubeur de type droite libérale, la discussion finit toujours un peu par coincer. Du coup, je fais donc une petite vidéo pour approfondir un peu, parce que je pense que certains éléments de leur discours, ainsi que de leurs croyances, là, qui s'inscrivent, je le pense, dans le courant du new athéisme. D'ailleurs, si vous souhaitez vous renseigner là-dessus, je vous invite à voir cette vidéo de Patchwork. Bref, des croyances qui sont, à mes yeux, assez problématiques, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Mais l'essentiel, c'est de laisser les gens s'exprimer librement sur ces idées-là. C'est tout. Et tu auras le vivre ensemble. Et tu auras la vraie démocratie. Alors, voilà, selon moi, une vision purement libérale de la liberté d'expression. Là, on est dans de la pure idéologie. Jacques Le Fou semble croire, donc, que pour lutter contre l'extrême droite religieuse, il suffit de laisser une totale liberté d'expression, et puis que, progressivement, tout va se réguler tout seul grâce à la main invisible de la liberté d'expression, un petit peu comme la main invisible du marché, qui permet notre équilibre économique. Bref. Bon, en bon gauchiste que je suis, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Bon alors, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a deux aspects à prendre en compte. Tout d'abord l'aspect qualitatif, le principe de la liberté d'expression, et l'aspect quantitatif, c'est-à-dire la quantité de personnes qui reçoivent votre message. D'accord ? C'est pas uniquement moi je parle, non, quand vous parlez, il y a un récepteur derrière. La liberté d'expression, ce n'est pas comme le vote, où chaque individu peut exprimer qu'une seule fois son opinion. Le poids d'un tweet bien raciste de Éric Zemmour n'est pas du tout le même que le mien si je le débunk. Pour reprendre la comparaison avec le vote, certains voteraient 1000 fois, là où d'autres n'auraient le droit de voter qu'une seule fois. Vous comprenez bien que ça tient pas. Et d'autre part, croire que si les idées sont librement exposées, les plus absurdes seront contredites, c'est factuellement faux. De par le système même de fonctionnement des réseaux sociaux, une idée n'a plus besoin de résister à l'esprit critique, d'être vraie pour devenir majoritaire. Ce dont elle a besoin, c'est de se propager le plus vite possible. Les nouvelles technologies ont surtout changé le jeu qui oppose les différentes convictions. Désormais, survivre à l'esprit critique des autres n'est plus un avantage sélectif. Désormais, les convictions qui vaincront au jeu de la conquête des esprits des autres sont surtout celles qui font éternuer. Être résistant à leur esprit critique ne te servira pas. Ce qu'il te faut faire,
c'est faire violemment éternuer tes hôtes aussi vite que possible. Pour conquérir le monde, il te faut faire éternuer tes hôtes, quitte à ne pas survivre à l'esprit critique des hôtes que tu fais éternuer. Pour faire éternuer tes hôtes, chère conviction, agis sur leur émotion. La sociologie empirique le montre. Pour le gauchiste que je suis, hein, la vision purement libérale là de Jack le Fou est difficilement recevable compte tenu de l'organisation actuelle de notre société. Voilà. Pour moi, croire en ça, c'est totalement absurde. Mais bon, Jack, le prends pas mal, hein, c'est ta croyance que je débunk, hein, c'est pas toi. Alors les gens vont me dire, du coup... Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Calme-toi, on va voir ça. Calme-toi. Mais moi, la seule façon que je connais et que je pratique par bienveillance et parfois même par amour, c'est celle de permettre à l'autre de dissocier son identité de sa croyance. Et la religion, jusqu'à preuve du contraire, c'est une idée. La religion, c'est des textes, c'est pas des êtres humains. Et donc, tu peux la critiquer, tu peux t'en moquer, tu peux l'insulter, tu peux la caricaturer. Et plus tu le fais, plus tu accordes le droit à celui qui a cette croyance d'arriver à dissocier les deux, son identité, parce qu'il va développer ce mécanisme. Alors voilà, là encore, une idée qu'elle est belle. Prétendre que critiquer l'islam, ce n'est pas critiquer les musulmans, que l'islamophobie, ce n'est pas du racisme. Alors, je trouve ça joli, mais c'est pas du tout le cas. Factuellement, c'est faux. Il y a d'ailleurs des articles qui sont sortis pour démontrer que c'était faux. L'islamophobie engendre bien du racisme. Vous avez par exemple donc cet article qui s'intéresse aux Blancs qui se sont convertis à l'islam et qui, comme l'explique l'auteur, le converti se retrouve soudainement exposé à des formes de rejet et de discrimination à caractère explicitement racial. Comme nous l'avons expliqué en introduction, les deux pays, donc la France et les États-Unis, qui sont concernés, qui font l'objet de notre étude, se caractérisent par une islamophobie bien ancrée historiquement, qui essentialise les musulmans comme groupe inférieur et indésirable. Point à la ligne. Donc, être islamophobe, c'est bien être raciste dans les faits. Peut-être pas dans l'esprit et dans les conceptions idéologiques de Jordan X, Jack le Fou, un irréductible athée, mais dans les... Ouh, il était dur celui-là. Un irréductible athée, mais dans les faits, c'est bien ce qui se passe. Malgré ce qu'essaye de vous faire croire l'extrême droite racialiste, oui, l'islamophobie, c'est bien une forme de racisme. Prétendre que l'on peut différencier les croyances de l'individu, là, c'est une chimère. D'ailleurs, puisqu'on parle des gros racistes, c'est vraiment exactement la même chose pour l'extrême droite racialiste, blanche française. Quand on critique leurs croyances, nos ancêtres les Gaulois, quand on avance le fait que les Gaulois, ça n'a jamais existé, c'est une pure invention de Jules César, qu'il n'y avait pas plus de Gaulois dans l'Hexagone qu'il y avait d'Indiens en Amérique. Voilà, alors là les mecs, ils commencent tout de suite à griffer les murs, ils s'énervent, ils se sentent insultés, deviennent violents dans leurs commentaires. Lisez d'ailleurs le chat si vous avez le temps, au moment où j'ai dit cela pendant cette petite interview, quoi. C'est assez drôle. Et parce que bon, faut pas se leurrer, les fanatiques d'extrême droite, c'est des religieux aussi, ils croient aux ancêtres les Gaulois et ce genre de conneries, alors que les Gaulois, ça n'a jamais existé, quoi. Tu vois, c'est juste une invention de Jules César. Les mêmes qui viennent vous dire qu'ils critiquent des croyances et pas des individus se mettent à griffer les murs et à insulter tout le monde quand on critique les leurs, quoi. Au passage, si ce sujet-là des Gaulois vous intéresse, Pacom Tillman a fait une excellente vidéo là qui s'appelle « De César à Macron, l'Empire n'a jamais pris fin ». Je vous invite à aller la voir. Le roman national ment. Nos ancêtres les Gaulois n'existent pas. Les Gaulois sont une fiction, c'est une fable, une histoire qu'on raconte aux enfants. Quand nous disons les Gaulois, nous parlons en fait de centaines de tribus distinctes qui vont de plusieurs milliers d'habitants à plusieurs dizaines de milliers. Ce sont des Ambibaris, des Ambivarettes, des Arvernes, des Boïens, des Carnutes, des Éduins, des Helvètes, des Lémovis, des Morins, des Nerviens, des Parisi, des Sénons, des Séquanes, des Vélaves. Ces hommes n'étaient pas plus des Gaulois que les Indiens découverts par Christophe Colomb n'étaient des Indiens. Ils étaient des indigènes
les Indiens de Rome. Le roman national ment, le roman national est romain. C'est Rome qui a inventé la fiction gauloise. Plus précisément, c'est Jules César. Rendons à César ce qui est à César, qui en vue de la conquête et de la colonisation de terres et de populations situées entre la France, la Suisse, la Belgique et l'Allemagne cisrhénane actuelle, a fixé une identité et des contours géographiques à ce qui devait être un trophée pour son triomphe et une source non négligeable d'enrichissement personnel. Sa fortune individuelle et son triomphe se sont néanmoins confondus avec la gloire de Rome, parce que Rome, c'est César, et César, c'est Rome. Roi, empereur, dictateur, président, homme d'affaires, grand patron, tous les hommes dont l'objectif a été de tenir le monde dans la paume de leurs mains ont eu Jules César comme modèle. C'est leur héros, leur boss, leur goût, leur dieu. Bref, comme je n'ai cessé de le dire, hein, c'est le schéma de pensée de l'extrême droite qu'il faut combattre. Hein. C'est-à-dire que l'on vivrait dans une espèce de société décadente et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser la violence pour rétablir des bonnes vieilles valeurs conservatrices et un passé imaginaire glorieux. Et ce schéma de pensée, il n'est pas propre à l'islam. Hein. On retrouve exactement la même chose chez les ultra-cathos, ou actuellement en Israël avec Netanyahou, où l'extrême droite religieuse a progressivement, infiltré le gouvernement de Netanyahou. D'ailleurs, Le Monde a fait une très bonne vidéo là-dessus, hein, que je vous invite à aller voir. Hein. Cet homme, pistolet au poing, s'appelle Itamar Ben-Gvir. 2 mois après ces images, il est devenu ministre de la Sécurité nationale en Israël. À ses côtés, au gouvernement, des homophobes revendiqués, des extrémistes racistes, ultranationalistes et religieux. Des gens qui soutiennent tous une certaine idéologie. Une idéologie qui laisse peu de place à la négociation avec les Palestiniens. Le sionisme religieux. C'est une idéologie ancienne, et elle a fini par infuser dans la société israélienne. Donc voilà, ça et ça, c'est la même chose. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on lutte contre ce schéma de pensée ? Alors en prétendant, comme par exemple à Aniri du Kiblaté, que l'islam serait quelque chose de monolithique, où tout le monde aurait à peu près les mêmes croyances, les mêmes pratiques, et qu'on ne peut pas différencier un musulman modéré d'un musulman extrémiste, comme il l'avait écrit dans un de ses tweets. Personnellement, moi, j'en connais beaucoup des musulmans modérés qui boivent de l'alcool, qui fument, qui baisent avant le mariage. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, si on suit les médias mainstream, dans les cités des quartiers populaires. Non, l'islam, malgré ce que l'extrême droite racialiste essaye de vous faire croire, ce n'est pas quelque chose de monolithique, où tout le monde penserait la même chose, ou aurait exactement les mêmes pratiques, les mêmes croyances. Après, comme autre moyen de lutte, il y a les sous-entendus, par exemple, comme le fait Jordan X en essayant de présenter l'islam comme une religion de pédophiles, en allant chercher des vieux textes à la con moyenâgeux dont tout le monde se fout, et qui d'ailleurs ne sont même pas dans le Coran, d'après ce que dit Jack le Fou. Pour le moment, on parle que des hadiths sahih. Et donc, quand je te demande quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, l'information ne se trouve pas dans le Coran, toujours. Ça se trouve dans les hadiths sahih. Eh bien, il y a, écoute bien, il y a en tout et pour tout, disons 13 hadiths sahih, donc 13 hadiths authentiques qui parlent de l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée. Les 13, sans exception, nous donnent le même âge. Il n'y a pas de contradiction entre eux. D'accord. Ils nous disent tous qu'elle avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète et que quand le prophète a consommé le mariage, elle en avait 9 ans. Et lui, 53 ans. Ah, quand le prophète avait 53 ans, Voilà, donc s'ils sont pas dans le Coran, c'est qu'il y a peut-être une raison. Bref, si l'islam c'est, comme le dit Jordan X, auto-cancel, je pense que c'est pas pour rien.
Alors je sais pas qui a rédigé ce bouquin là, le Coran là, mais j'aurais tendance à croire que les types étaient un petit peu matérialistes. J'irais pas jusqu'à dire que c'était des proto-marxistes, mais je pense qu'ils avaient bien compris que débruiter ce genre de pratique, c'est peut-être pas terrible pour transmettre l'idéologie et les valeurs morales qu'ils défendaient. D'ailleurs, Jordan, moi j'aimerais bien que, si c'est vraiment la pédophilie qui t'intéresse, hein, tu nous fasses une vidéo où elle est avérée, comme par exemple dans l'église catholique ou dans le milieu du sport. Hein. Voilà. J'ai d'ailleurs un documentaire à vous conseiller à ce sujet qui s'appelle Le silence des champions. Vous verrez, c'est assez effrayant de voir comment des institutions ont étouffé des actes pédophiles répétés parce que l'entraîneur avait eu des médailles olympiques. Hein. Et ça, Jordan, ça s'est pas passé il y a 1500 ans. Hein. C'est toujours d'actualité, ça se fait toujours aujourd'hui. Hein. Et ouais, plus on monte dans le pouvoir et la notoriété, plus il y a d'abus. Et ça, c'est pas spécifique à la religion. Hein. Au passage, hein, pour les fans qui porronnent les bonnes vieilles pratiques catholiques ancestrales ou celles du sport, là, les go-muscu ou je sais pas trop quoi, surtout ne le prenez pas mal, hein, le prenez pas pour vous, hein, comme l'a dit Jacques Le Fou, différenciez vos croyances de je sais pas trop quoi. Enfin bref. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Ou encore pire, là, les solutions type Éric Zemmour, là, de rémigration des musulmans, bon, hein, il est bien gentil, quoi. Mais ok, mais il veut les renvoyer où? Moi, j'ai vérifié sur la carte, la musulmanie, ça n'existe pas. Hein. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Alors, pendant l'interview aussi, Jacques Le Fou a déclaré ceci. Je répète, aucune religion ne peut s'adapter à la démocratie ou s'intégrer à la démocratie. Aucune. Zéro. Écoute bien, ni de près, ni de loin. Alors, moi, je pense exactement le contraire. La preuve, en Europe, la religion catholique a beaucoup évolué. Le pape a reconnu timidement, certes, la pertinence de la théorie de l'évolution. Le clergé n'a plus du tout le même poids que celui qu'il avait au Moyen-Âge. Oui, une religion peut s'adapter aux changements civilisationnels, selon moi. C'est d'ailleurs pour cela que je parle maladroitement parfois de la création d'un espèce de courant des musulmans d'Europe qui serait, mais alors, totalement déconnecté de l'extrême droite religieuse. Par contre, ça prend du temps, et ça va pas se faire en 3 jours. Hein. Y a des étapes, et l'amélioration des conditions matérielles des pauvres est la première. Hein. Comme l'a très bien dit Zioclo, hein, et même l'irréductible athée, hein, bon, même si à la fin, il a nuancé un peu, parce que je pense que d'être d'accord avec des théories marxistes, c'est un peu contre nature pour lui. Je pense, en vrai, je pense que si les gens allaient pas bosser comme des petites, tu vois, des petites dames serviles. Non mais je déconne pas en me disant ça, c'est le côté genre... Je pense qu'il y a... Tu t'accroches pas à une religion si t'as de l'espoir et du sens dans ta vie, tu vois, dans une société. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord avec le point de vue marxiste. Je suis tout à fait d'accord avec le point de vue. Et c'est pour ça que je regarde pas. C'est pour ça que je regarde pas l'autre là. C'est pour ça que je regarde pas l'autre dans sa case là qui bouge parce que je suis pas du tout en mode marxiste là. Je te dis juste, pour moi, il me semble quand même que on se raccroche un peu plus du coup, tu vois, dans ces moments-là. Malheureusement, c'est les côtés un peu millénaristes et tout dans certaines périodes un peu difficiles. Après, je sais pas. Je dis de la merde, mais me semble-t-il. Vas-y, je te rends la parole. Mais c'est évident, enfin je dirais, là je suis parfaitement d'accord avec cette idée, c'est qu'effectivement, si on parle d'opium du peuple, c'est pour faire baisser la douleur de la matérialité et des conditions de vie qui sont absolument épouvantables, que effectivement, que tu es écrasé, que tu es oppressé par ton travail, par la société, etc. Évidemment, forcément, tu cherches refuge dans quelque chose. Et c'est bien pour ça qu'on appelle ça l'opium du peuple et pas la cocaïne du peuple, hein, parce que t'as pas envie d'être, de partir dans tous les sens, t'as juste envie d'être apaisé, d'être endormi, d'être anesthésié. En tout cas, on peut dire que tu prends pas tes clients pour des cons. Hein. Ah là, franchement, Zoclo, quand t'as dit ça, j'ai eu un début d'érection. Et quand à la fin, t'as fini par être matérialiste et à parler de la parole des concernés... Et je pense que ça fera du bien, en fait, que ce soit des gens, malgré tout, comme toi, Souleymane, Amir, etc. Et c'est pas une critique envers Jordan X ou Irréductible Athée, c'est con, mais... Comme on dit, la parole aux concernés, c'est peut-être quand même mieux pour parler d'un sujet parce que vous connaissez le sujet, vous êtes un peu des frères, etc. Donc, il y a une proximité nécessaire. Là, j'y jouis, là j'en ai foutu partout, là. Sol, plafond, moquette.
La parole aux concernés, yeux clos, là. Ah là, tu m'as fait délirer. Mais bon, tu sais quoi? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je pense que la critique de l'islam, ça passe mieux quand c'est fait par un Algérien que par Éric Zemmour ou un néo-nazi. Et tu sais pourquoi? Bah, parce que l'islamophobie, bah, c'est peut-être un peu raciste quand même, hein. Non, tu crois pas? Bref, à mes yeux, ce n'est pas les croyances en un dieu le problème, mais bien la récupération politique par l'extrême droite. C'est le schéma de pensée d'extrême droite, hein, vous savez, société décadente, violence, rétablir un passé imaginaire glorieux, là, c'est ce schéma de pensée-là qu'il faut combattre. Et pour cela, la meilleure façon de le faire, hein, c'est à mes yeux d'améliorer les conditions matérielles des individus, les libérer du travail totalement aliénant, accès à une meilleure éducation, et améliorer globalement le bien-être des gens. Bref, si je critique dans cette vidéo un petit peu un Irréductible athée, Jack le Fou, Jordan X, ce n'est pas pour des questions morales, genre l'enfer pavé de bonnes intentions. Non, moi je suis pas là pour rendre les gens heureux, moi c'est pas mon métier. Si j'essaye de faire très attention lorsque je parle d'islam, ce n'est pas parce que j'ai peur, que je m'auto-cancel, comme dirait Jordan X, hein. Ce n'est pas pour des raisons électorales non plus, hein, comme disait l'autre. Hein. Les gauchistes en France, ils empêchent la critique de l'islam, mais c'est pas pour des bonnes intentions. En fait, c'est pour des intentions égoïstes électorales. Mort de rire d'ailleurs au passage. Vous croyez que si l'extrême droite parle d'islam, ce n'est pas pour des raisons électorales, hein, franchement, hein, Marine Le Pen, elle a grandi dans un petit château à Saint-Cloud. Les seuls noirs arabes musulmans qu'elle a dû croiser dans sa vie, hein, ça devait être ses domestiques. Mais bon, passons. Donc si je suis prudent lorsque je parle d'islam, c'est parce que je crois qu'un débunkage frontal de ce type de croyance est au mieux inefficace et au pire provoque un repli communautaire et favorise la radicalisation. C'est tout. Et Jack ? Toi, ton objectif est noble, mais t'as pas peur d'être récupéré et ça te pose pas de soucis. Tu dis la cause que tu défends, défends, voilà, l'extrême droite. Toi, tu te dis c'est pas grave, l'important c'est la cause que moi je défends et tant pis pour le reste, ça te pose pas de problème du tout. C'est pas mon problème, non. Ouais. Bah non, moi, tu vois, ça, je m'en fous pas du tout. Et je pense que de dire cela, Jack, bah, c'est dangereux. Pas sûr que tu sois plus heureux dans une société gérée par des gros nazes racistes, même si tu es athée. Hein. Concept d'intersectionnalité, là. Voilà, c'est ma croyance. Hein. Vous avez tout à fait le droit de la critiquer. J'espère qu'elle ne blessera personne, hein, que mes copains, les Gaulois et les Wahhabistes, ne se sentiront pas insultés, parce que, comme le dit Jack le Fou, il faut différencier les croyances des individus. Hein. Allez, bisous à tous et à plus.